Alors bonjour à tous. Des manœuvres positionnelles, des idées stratégiques, on va en avoir dans cette partie. Dans cette 5e partie du championnat du monde d'échecs, qui oppose Jan Nepomniachtchi, le russe, au chinois Ding Liren. Alors pour l'instant, les deux joueurs ont une victoire chacun, et ils ont fait également 2 matchs nuls. On va voir si cette 5e partie du match va parvenir à les départager. Alors Nepomniachtchi a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. Ding Liren répond par E5, la symétrie. Cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 défend, et fou B5, c'est ce qu'on appelle la partie espagnole. Les noirs attaquent le fou qui recule en A4, cavalier F6 qui attaque le pion E4, et là les blancs vont pas défendre ce pion, ils font petit roc. C'est assez habituel dans cette variante, parce que si les noirs prennent en E4, eh bien les blancs vont pouvoir essayer de contre-attaquer sur cette colonne, sur la colonne E, où les cibles noires ne manqueront pas. Alors c'est pas cavalier prend E4 qui a été joué, vous voyez, mais sur cavalier prend E4, le cavalier noir est sans défense, le pion E5 est attaqué une fois pour une défense, mais en plus le cavalier pourrait être éliminé, et derrière il y a le roi, donc beaucoup de faiblesse sur la colonne. On pourrait songer à tour E1 d'abord, mais on pourrait même jouer D4 pour s'en prendre au pion E5 et pouvoir jouer tour E1 après qui attaquerait cavalier et roi derrière. C'est ce qu'on appelle l'espagnole ouverte. Mais dans la position, les noirs, ils n'ont pas pris en E4, ils veulent garder une position fermée tant que leur roi traîne au centre. Donc ils ont joué fou E7 et préparent le petit roc. Maintenant le roi est déjà mieux abrité sur la colonne de par la présence du fou, donc les blancs vont jouer D3 pour empêcher les noirs de prendre le pion en E4. Les noirs jouent B5 et ils attaquent le fou qui se repositionne en B3, une diagonale intéressante, comme dans l'ouverture italienne, où on va presser le pion F7. Et là les noirs jouent D6, un moment important, parce que, je viens de vous le dire, le fou, il est bien placé sur cette diagonale. Et les noirs pourraient chercher à éliminer ce fou par le coup cavalier A5, qui attaque le fou, et si le fou vient en D5, ben déjà le cavalier pourrait prendre, mais on pourrait même jouer C6 pour l'attaquer encore. Le problème, c'est que le cavalier C6 a un travail défensif, celui d'assurer la protection du pion en E5. Donc s'il vient en A5, les blancs pourraient prendre le pion en E5. Mais après le coup de D6 de Ding Liren, maintenant le cavalier noir menace de venir en A5 sans prendre au fou. C'est pourquoi Nepomniachtchi joue C3. À la fois le pion C3 pourrait soutenir plus tard une évolution du pion D en D4, et à la fois il libère cette petite case en C2, donc si le cavalier vient en A5, le fou serait capable de se replier en C2 et d'éviter l'échange du cavalier contre le fou, et laisser finalement le cavalier au bord de l'échiquier. Alors Ding Liren il fait petit roc, H3, on pourrait songer à la poussée D4 immédiate. Vous allez me dire, oui, mais le pion D3 assure la protection du pion E4. Mais si on joue D4, on n'a pas peur de cavalier prend E4, parce que les deux cavaliers seraient sans protection, et le fou D5 va se régaler avec toutes les cibles qu'il a sur la diagonale blanche, les deux cavaliers et même la tour en ligne de mire. Mais après la poussée D4, les noirs ne vont pas prendre en E4, ils vont plutôt jouer fou G4, clouer le cavalier en F3, s'en prendre au cavalier F3 et à la dame, qui sont des défenseurs du pion D4 qui est bien attaqué. Et même si le pion D4 pourrait jouer en D5, il obturerait la diagonale du fou, ce qui n'est pas nécessairement un bon message envoyé à ce fou. C'est pourquoi dans la position, Nepomniachtchi ne joue pas D4, il va jouer H3. Il va lutter contre l'arrivée du fou en G4. Alors le fou se met en B7, A4 est joué. Bon, alors si les noirs prennent, on peut reprendre, et l'ouverture de la colonne permettrait de déboucher sur une petite pression sur le pion isolé en A6. Donc les noirs ne prennent pas, ils préfèrent jouer cavalier A5. Il est possible de revenir en C2, mais fou A2 a été joué pour garder la pression sur cette diagonale. C'était l'intérêt aussi de pouvoir jouer A4, c'est de libérer la case A2 au fou. Les noirs ont joué C5. Et vous savez, la partie pour l'instant suit une autre partie qui a été jouée entre Firouzja avec les blancs et Anish Giri. Et dans cette position, Firouzja avait joué cavalier A3. Mais Nepomniachtchi ne va pas mettre son cavalier au bord ici en A3. Il va préférer jouer fou G5 immédiatement. Et son cavalier le développera en D2. Alors, les noirs ont joué H6. Et là, c'est un moment critique. Parce que pour la première fois de la partie, on peut réaliser un échange asymétrique de pièces. C'est-à-dire, on peut échanger le fou de case noire contre le cavalier. Et c'est ce que va décider Nepomniachtchi ici.
il va céder la paire de fous avec cet échange. Fou prend cavalier, fou prend. Alors pourquoi fait-il cela? On dit souvent la paire de fous, c'est un avantage. C'est un avantage, oui, mais surtout dans des positions ouvertes. Or là, il n'y a eu aucun échange de pions. Et surtout si le fou qu'on a concédé à l'adversaire peut s'exprimer. Mais le fou de case noire qu'on a concédé à l'adversaire, ici, il est entravé par les pions E5, D6 et C5, qui lui prend toutes les bonnes diagonales en fait à exploiter. Et ce fou en F6, finalement, s'il est constamment enfermé derrière sa structure de pion, il sera considéré comme mauvais. C'est ce qu'on appelle un mauvais fou. Et mauvaise nouvelle pour les noirs. Ils vont garder ce fou mauvais jusqu'à la fin de la partie. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Prise en B5, prise en B5, cavalier D2. Le cavalier noir se remet en C6, fou D5, bien joué. Pourquoi c'est bien joué? Parce que le fou exploite la faiblesse de la case D5, il vient se nicher en D5, s'insérer sur cette case centrale. Et si le cavalier noir vient se déplacer, on pourra échanger des fous de case blanche. J'ai raté ma diagonale, voilà. Et si on échange des fous de case blanche, on brise la paire de fous de l'adversaire, et surtout on lui retirera son meilleur fou. Puisqu'il a les pions fixés sur case noire, le fou de case blanche était celui qui lui apportait l'équilibre dans le contrôle des couleurs. Et on laissera finalement que le mauvais fou à l'adversaire. Le fou qui fait double emploi avec la structure de pion centrale. Donc fou D5, bien joué. Alors la colonne A c'était ouverte, donc là il y a une prise, dame prend, dame D7, tour E1. Un petit coup qui peut passer anodin. Bon, bien sûr, la tour en E1, elle est certainement mieux placée qu'en F1, mais bon, on pourrait se dire en quoi elle est mieux placée finalement, parce que la colonne elle est fermée, donc il n'y a pas beaucoup de sens. En réalité, quand une pièce se déplace, on a tendance à oublier ce qu'elle libère. Et la tour en E1 libère la case F1. Vous allez me dire pourquoi libérer la case F1? Pour le cavalier. L'idée, c'est qu'il utilise la case F1 comme un tremplin pour rebondir, par exemple en E3, et se diriger vers la case centrale D5, voire F5. Donc c'est un recyclage de pièces. Le cavalier D2, finalement, il ne s'exprime pas beaucoup en D2, c'est une position un peu rampante. Donc avec cavalier F1 et cavalier E3, il peut rebondir et chercher des meilleures cases. Tour A8 a été joué, donc la tour vient reprendre possession de la colonne, dame D1. Le fou recule en D8. L'idée des noirs, c'est de se dire que finalement le fou en F6 ne pourra rien faire sur cette diagonale. Donc il vient en D8 avec l'idée de se placer en B6 et de pousser C4 pour libérer une action sur cette diagonale. Oui, c'est une idée quand même. Une idée de réactivation, de recyclage également du fou. Cavalier F1 est joué. Cavalier E7, donc comme annoncé, les fous de case blanche sont échangés. Et maintenant, il n'y a plus de paire de fous chez l'adversaire. On lutte avec deux cavaliers contre cavalier et fou. Et cavalier E3. Et le cavalier cherche les entrées sur les cases blanches. Alors, bien sûr, il y a un cavalier noir qui défend, mais on a un deuxième cavalier qui peut peut-être exploiter ces cases blanches faibles, alors que le fou de case noire sera incapable de les défendre, en fait. Fou B6, H4. Ça, c'est pas facile aussi, un coup comme H4. L'idée du pion H, c'est qu'il va arriver en H5. Déjà, ça retirera la case G6 au cavalier. Et puis le pion, en venant en H5, il prend de l'espace et il va essayer de fixer les pions G7 et H6. On va voir d'ailleurs tout l'intérêt de l'avance de ce pion H un peu plus tard dans la partie. Les noirs ont joué dame C6. Alors, pourquoi ils n'ont pas joué C4 immédiatement pour libérer le fou? C'est parce qu'après l'échange, la dame pourrait attaquer le pion arriéré D6. Vous voyez, sur C4, par exemple, prise. Même si le fou prend, on reprend, prise. Et là, on pourrait prendre le pion D6 sans redouter la perte du pion B2, parce que la dame, en plus, elle attaquerait le cavalier. Donc, les noirs, ici, ils ont joué dame C6. Comme ça, la dame vient défendre également le pion D6. Et s'apprête à jouer C4. Les blancs jouent H5, prennent de plus en plus d'espace et fixent la structure de pion des noirs à l'aile roi. C4, libère le fou, contrepoussé en D4, prise. Et là, comment on reprend en D4? On pourrait reprendre du pion, pour avoir ce duo de pions centraux, et essayer que le pion D4 enferme, en tout cas que le fou bute sur le pion D4. Mais après tout, le fou, il met quand même une pression sur ce pion, ce qui paralyse un peu le cavalier et la dame. Et certainement que l'éloignement du pion C en D4
quelque chose qui pourrait déplaire à Nepomniachtchi, c'est que les pions B5 et C4 sont en majorité face au seul pion B2 et que les noirs pourraient peut-être essayer d'évoluer avec cette majorité de pions. C'est pourquoi Nepomniachtchi n'a pas voulu reprendre du pion, il a repris du cavalier. Avec l'idée que ces cavaliers peuvent exploiter notamment la case F5. Mais évidemment, le fou pourrait prendre le cavalier en D4. C'est certainement ce que j'aurais fait d'ailleurs, parce que on sait combien le tandem dame et cavalier est collaboratif dans l'attaque. Ça tous les mouvements du jeu d'échecs en fait. Donc ça permet de créer tout un tas de menaces. En même temps, quand le cavalier a repris en D4, ça libère la diagonale pour que la dame puisse accéder à l'aile roi. Voilà pourquoi aussi il n'a pas repris du pion C, il reprend du cavalier pour que la dame puisse accéder à l'aile roi. Et là, Ding Liren, il n'échange pas, il ne fait pas fou prendre du cavalier, il veut garder son fou. Il va payer très cher. Il joue dame C5, dame G4, dame E5. Et là, on pourrait se dire, bon, les cavaliers vont essayer de rentrer sur la case F5, puisqu'ils sont en relais, les deux cavaliers. Mais si on joue par exemple cavalier F5 immédiatement, les noirs pourraient en profiter pour faire fou prend ce cavalier. Les blancs, ils ne peuvent pas menacer mat avec dame prend G7, la dame noire défend. Et cavalier prend H6 échec en se disant que le pion G7 est cloué, marche pas non plus parce que le fou défend. Donc là, il faudrait reprendre le fou, sur quoi les noirs pourraient peut-être même échanger les cavaliers en F5. Alors regardez ce qu'il fait Nepomniachtchi. Il va faire autrement. Il va jouer cavalier F3 qui attaque la dame. Donc la dame recule. Et maintenant, le cavalier vient en F5. Et par cette manœuvre de cavalier, il a empêché que le fou de case noire s'échange contre l'un des deux cavaliers. C'est fini. Maintenant, le fou de case noire ne pourra plus jamais s'échanger. Alors certes, il met en joue le pion F2 avec le roi derrière, mais les blancs créent trop de menaces contre le roi noir. Et le fou, il est trop esselé dans l'attaque du roi blanc. Alors que les blancs, ils ont plutôt une synergie des forces. Donc là, maintenant, on menace dame prend G7 mat. Là, c'est sérieux. Donc, les noirs ont pris en F5. Pion prend, on attaque la dame avec l'ouverture de la colonne. Le cavalier défend également la tour. Donc la dame est venue en F6. Et la dame blanche vient en E4. Attaque la tour en A8. C'est pas facile d'ailleurs pour se prononcer. Avec la tour, on pourrait se dire, bon, on rentre dans la position adverse, on attaque B2, mais on laisserait dame C6 arriver. Qui attaque le fou. Et puis, il y a des échecs en C8 et en E8 qui peuvent arriver, avec une conversion comme ça horizontale pour attaquer le roi et essayer de le mater. Par exemple, si les noirs essaient de sauver leur fou, tour E8 échec, roi H7, dame C8, et on menace tour H8 mat maintenant. Le pion H5 et le pion F5 qui contrôlent tout de suite du roi noir. Donc après dame E4, la tour noire, elle est en B8. Elle assure la protection du fou et elle garde la surveillance de la 8e rangée. Bon. Les blancs ont joué tour E2. On va se dire, pourquoi les blancs jouent tour E2, mais en fait, ils prennent leur temps, les blancs. Parce que si on regarde un petit peu dans la position, on s'aperçoit que les noirs ont très peu de coups en réalité. Regardez, ils ont joué fou C5. Et là, G4 a été joué. Et c'est pas facile de conseiller les noirs pour trouver un coup maintenant. Si on regarde la dame, quel coup elle a? Elle peut pas aller en G5, elle peut pas aller en H4, le cavalier surveille. En E5, en D4, le cavalier surveille. En E7, elle se fait découper par les tours verticalement. Elle a que la case D8. Quant à la tour, c'est pareil, elle n'a pas énormément de cases. Elle doit surveiller la 8e rangée. En fait, les noirs, ils sont un peu ficelés. Mais il faudrait que les blancs puissent trouver un moyen d'évolution. Et en fait, quand les blancs ils jouent G4, ils vont chercher à jouer G5, mais pas tout de suite. Ils vont chercher à décaler un peu la dame en D5, puis ils amèneront la tour en E4, et la poussée G5 finira par arriver. Le pion prendra, mais la tour pourra venir en G4 pour aider le cavalier à attaquer ce pion. Et vous allez voir que ce plan va marcher. Alors les noirs, on l'a dit, ils sont un peu privés de coups. Ils ont joué dame D8, dame D5. On s'installe sur la case blanche centrale où c'est difficile pour les noirs de déloger la dame. On cloue le pion en F7. Alors le roi se décale pour déclouer ce pion. Et
C'est pareil, hein, les noirs sont toujours en recherche de coups ici. Roi F1. Bon, on pouvait peut-être jouer roi G2, mais on verra que Nepomniachtchi va vouloir éviter de mettre son roi sur cette diagonale. On le verra un peu après également. Alors pourquoi roi F1? C'était peut-être pas ultra nécessaire, mais il se dit que tôt ou tard, la dame pourrait venir en B6, infliger une pression sur le pion F2, et si la tour cherche à partir au combat par tour E4, G5, tour G4, ça laisserait une prise du pion N-F2 sur échec. Donc Nepomniachtchi, ici, il laisse rien au hasard. Il se dit, on se met sur case blanche, le fou de case noire ne pourra pas nous toucher, et on va pouvoir évoluer avec notre plan de tour E4, G5, tour G4, et continuer à attaquer le roi. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des pièces blanches penchent plutôt sur l'aile roi, alors que les noirs ont plutôt leurs pièces à l'aile dame. Ce qui n'est pas bon signe pour le roi noir. Alors les noirs ont joué tour C8, tour E4, tour B8, on voit bien le désarroi de Ding Liren, qui ne sait pas trop comment faire, et là G5, ça y est, on percute. Les noirs prennent, et tour G4. Et là, on pourrait se dire, bah oui, mais les noirs ont juste à jouer F6 en fait. Oui. Mais F6, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Parce que si les noirs jouent F6, ils affaiblissent encore plus les cases blanches. Qui peut exploiter les cases blanches? Le cavalier en F3. Avec l'idée de jouer cavalier H4 et cavalier G6. Et une attaque contre le roi noir, puisque la dame contrôle toute la diagonale. Et sur cavalier H4, alors vous allez me dire, oui, le pion peut prendre le cavalier, c'est vrai. Mais maintenant, H6. Le pion H. Incroyable le niveau de compréhension. Le pion H qui se mêle au combat, à l'attaque sur le roi. Parce que si les noirs prennent, bien sûr, on va rentrer. On va faire tour G8 échec, roi E7 et dame E6 échec et mat. Et si les noirs prennent pas, on menace de prendre. Et si joue G5, il y a la prise en passant, pion prend. On a une pièce de moins avec les blancs. Mais on menace dame F7 mat, on menace la poussée G7 avec l'attaque sur le roi, la promotion derrière. Et puis des menaces de mat partout. Donc, sur tour G4, ici, si les noirs jouent F6, magnifique cette idée. Cavalier H4 pour s'insérer après en G6 et attaquer le roi noir. Et sur la prise, H6 qui vient tout démolir. Et on voit que le fou C5 est totalement inutile dans cette position. Donc tour G4 a été joué. Les noirs jouent tour A8. Cavalier prend G5, on menace le mat en F7. Tour 1 échec. Et regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nepomniachtchi ne veut pas aller en G2 avec son roi. Parce que s'il vient en G2, il permettrait dame A8. Avec l'échange des dames, ce qui pourrait soulager les noirs de l'attaque sur le roi. En réalité, après roi G2, dame A8, la position, elle est toujours satisfaisante pour les blancs. Mais là, Nepomniachtchi veut pousser un peu plus la position, il veut plus, il veut conserver l'attaque sur le roi, il joue roi E2. Dame E7 échec, dame E7 échec, cavalier E4, dame E8, roi F3 pour déclouer le cavalier, et là, dame A8. Alors, comme il y a le cavalier en E4, on n'est pas cloué, on peut éviter l'échange des dames. Mais Nepomniachtchi a vu que l'échange des dames lui donnait la victoire. Regardez, dame prend dame, tour prend, et F6, on casse. Alors, que vont faire les noirs face à cette attaque du pion G7? S'ils prennent, ça ouvre la colonne G, la tour va contrôler les cases G7 et G8, et le pion H a une voie royale pour aller à dame. On pourrait faire par exemple cavalier prend F6 et sur roi E7, cavalier G8 échec, comme ça la tour est entravée pour contrôler la case H8, et le pion pourra avancer à promotion. Donc sur la poussée en F6, que fait Ding Liren? Il contrepousse en G6, H6 est toujours très fort, mais Nepomniachtchi prend. Pion prend, tour prend, et il va collaborer avec pion, tour, cavalier, et même le roi. Dans une marche à promotion victorieuse pour le pion. Tour A2, roi G4, tour prend B2, tour H6. Abandon. Abandon de Ding Liren. Alors pourquoi il abandonne? En fait, il ne peut pas résister à cette collaboration du quatuor, ici, cavalier, pion, tour et roi. Le roi noir est trop esselé. Par exemple, imaginons que les noirs prennent en F2. C'est juste un exemple. On peut jouer tour H8 échec, oblige le roi à aller en F7, et maintenant roi F5.
et on menace cavalier G5 mat, ou cavalier prend D6 mat. Mat assez rare d'ailleurs, un tableau de mat final assez rare. Alors, donc on sait que les noirs ne peuvent pas s'emparer du pion F2, ils doivent faire quelque chose ici. Mais quoi faire? Si le roi vient en G8, on va venir en F5, puis en G6, on va faire échec, le roi viendra en F8, on fera tour H8 mat. Alors, le roi pourrait venir en F7. Mais cavalier G5 échec. Cavalier attaque, le cavalier contrôle ici, la tour contrôle, le pion contrôle. Donc le roi noir est repoussé au bord, il peut peut-être venir en G8. F7 échec. S'il vient en F8, on peut faire échec et après on fera une dame. S'il vient en G7, on peut jouer échec. Il doit aller en F8 pour éviter la dame. Et là, cavalier aussi échec. Le roi est obligé de sortir et après c'est la dame. Et une fois qu'on a la dame, c'est le mat rapide d'ailleurs. Dame F5. Mat. Échec et mat. Magnifique. Une partie positionnellement magnifique de Nepomniachtchi. Alors Ding Liren n'a certainement pas joué au mieux, mais quelle compréhension positionnelle de Nepomniachtchi. Plusieurs moments importants. Le premier, c'est quand les noirs jouent H6. On échange le fou contre le cavalier, on donne la paire de fous au noir, mais en se disant que le fou de case noire aura du mal à jouer avec cette masse de pions qui bloque ces diagonales noires. Et des cases blanches chez l'adversaire affaibli, notamment cette diagonale et la case D5. Autre moment intéressant dans cette position, c'est lorsque les blancs jouent H4. Ils montent le pion H jusqu'en H5 pour essayer de fixer la structure et que le pion H puisse se joindre à une future attaque contre le roi noir. Il avait déjà compris que le roi noir allait se faire attaquer. Avec le déplacement des cavaliers sur les cases D5 et F5, l'arrivée de la dame, et alors que les pièces noires sont plutôt, à part le cavalier, sont plutôt massées sur l'autre aile, sur l'aile dame. Puis quand on arrive dans cette position, la poussée G5. Et le trio de pions vient percuter la couverture de pions du roi noir. Et après la prise, tour G4, en comprenant que F6 ne tiendrait pas pour les noirs, grâce à cavalier H4 et l'arrivée du cavalier en G6. Et en cas de prise, le joli coup H6 ici. Avec dame, tour et pion qui vont l'emporter contre ce roi. Et enfin, dans la finale, lorsque la tour arrive en A2 pour s'en prendre au pion B2, roi G4, et le 4 qui est le roi noir qui peut strictement rien faire. Et vous voyez que le fou C5, le fou de case noire, n'a pas pu peser dans cette position, dans cette partie. Donc voilà, c'était une belle partie de Nepomniachtchi, donc une belle victoire avec les blancs qui lui donne l'avantage. Il a maintenant un point d'avance contre Ding Liren. Alors déjà, 5 parties et 3 résultats décisifs. Si on regarde les anciens championnats du monde joués par Carlsen, eh bien, il y avait très peu de matchs décisifs comme ça aussi rapidement. Donc ça va donner, pour l'instant c'est un match de championnat du monde passionnant avec beaucoup de vie et beaucoup de couleurs sur les échiquiers. Eh bien, hâte de voir la suite et puis on se donnera rendez-vous pour demain d'ailleurs, pour la prochaine ronde. Vous pouvez me laisser des pouces ou des commentaires. À bientôt.